Bonjour et bienvenue au balado Vivre de la Fondation Vivere, en partenariat avec Nous TV qui me permettent de vous offrir des beaux balados à tous les mois. Aujourd'hui, je suis tellement contente, j'ai rencontré Roch Therrien de la clinique Neuroperformant qui va nous expliquer comment ça marche notre cerveau. Pouvez-vous croire que l'anxiété pourrait se guérir si on comprenait ce qui se passe dans notre tête? Et lui a la solution pour ça. Moi, je ne le savais pas. J'ai fait quelques recherches, je l'ai trouvé et je vous le partage avec vous cette semaine. J'espère que vous allez en apprendre davantage. Vous pourrez aller voir sur notre site Internet pour plus d'informations. Alors, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Roch, comment ça va? Ah, ça va bien, toi, Stéphanie? Ça va vraiment bien. Merci d'avoir fait le chemin venir dans notre belle région de Thetford-Mines. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Écoute, moi, c'est par des recherches Internet que je cherchais. Je suis très intéressée par le pouvoir de notre cerveau. Et j'ai trouvé le neurofeedback. J'aimerais que tu nous expliques c'est quoi. Bien, en fait, le neurofeedback, c'est l'entraînement du cerveau. Hein. On peut tous développer des capacités, peu importe, mais le neurofeedback, c'est vraiment comment que je peux prendre mon cerveau, comment il est aujourd'hui, puis l'améliorer. Comment je peux développer ma mémoire, ma capacité à gérer le stress, dans le fond, que ce soit pour mon humeur, peu importe. C'est des choses qui s'entraînent. Puis le neurofeedback, bien, c'est une technique qui permet de développer, dans le fond, les capacités, dans le fond, au niveau du cerveau, que ce soit, peu importe la problématique ou l'objectif qu'on veut atteindre. Puis c'est quoi? Tu mets une capine sur la tête. Comment ça marche, là? Mettons, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça. Bien, au début, ça peut faire peur parce que, en fait, en neurofeedback, il y a tout le temps deux étapes. Okay. Premièrement, tu sais, c'est de la science, c'est de la neurologie. C'est pas rien de farfelu, là. C'est vraiment... Non, c'est très scientifique, là. Très scientifique. Et première chose, bien, c'est qu'on fait une évaluation. Quand on fait une évaluation, bien, quelqu'un qui vient en clinique, bien, premièrement, il faut savoir... Qu'est-ce qu'on veut faire? Okay. On veut-tu travailler sur l'anxiété, la dépression, la concentration, peu importe. Après ça, on va faire ce qu'on appelle un QEG, un électroencéphalogramme quantitatif. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, la personne a un casque à la tête avec des électrodes. Là. OK, c'est ça. Je l'ai vu, je ne savais pas comment ça s'appelait. Merci. Et voilà. Puis en fait, on ne donne jamais de choc électrique avec ces appareils-là. Okay. En fait, c'est des appareils aussi qu'on utilise en milieu hospitalier. Mais le cerveau, c'est comme un ordinateur. Hein? Il y a des charges électriques. Puis quand on met une électrode à la surface de la tête, bien, l'électrode va aller capter ce message électrique-là. Puis quand on regarde les tracés, bien, c'est vraiment des tracés de signal électrique. Et ça, à partir de là, bien, on est capable de reproduire l'activité du cerveau en 3 dimensions. OK. Puis à partir de là, bien, on va voir, bien, telle région est hyperactive, telle région fonctionne au ralenti. Puis à partir de là, bien, on peut dire, bien, cette personne-là est anxieuse et effectivement, son cerveau est hyperactif. Fait que dans le fond, on fait les liens entre l'activité électrique du cerveau puis les problématiques ou les enjeux. Fait que la partie évaluation nous permet de faire ça, de faire les liens entre les symptômes, ce qui se passe au niveau du cerveau. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est après, une fois qu'on a ciblé je ne veux pas dire le problème. Mais la cause de, mettons. La cause de. Bien, après ça, on est capable de cibler cette région-là du cerveau pour l'entraîner, pour la ramener vers la norme, pour qu'elle fonctionne mieux. Fait que quand on parle de neurofeedback, en fait, c'est cette deuxième partie-là, dans le fond, là, qui est de l'entraînement du cerveau pour... C'est souvent soit pour le stimuler ou soit pour le calmer, dépendamment de ce qu'on veut faire. OK. Puis tout ça se fait avec le casque. Ah, ouais. Ouais. Puis le principe de base en neurofeedback là, est vraiment simple. C'est le principe de la récompense ou le principe, dans le fond, du conditionnement opérant, là, si on utilise les vrais termes en psychologie. Oui. C'est les mêmes termes, un petit peu les mêmes principes que Pavlov, les chiens de Pavlov. Oui. Donc, bien, les chiens de Pavlov, pour ceux qui ne le savent pas, bien, quand on donnait de la nourriture au chien, on sonnait une cloche. Puis le chien, sans être conscient de ça, bien, il associait cloche égale nourriture. Puis après ça, on faisait juste sonner la cloche, puis le chien se mettait à saliver. Fait qu'il y avait une association qui était faite, puis à ce moment, c'était inconscient. Fait que le neurofeedback, c'est un peu cette même chose-là, ce même principe de conditionnement-là. Si on revient à un autre exemple sur les chiens, bien, si je veux dresser un chien à donner la patte, quand le chien donne la patte, je
fais quoi? Une récompense. Et voilà. OK. Puis il faut que je le fasse une fois. Non, il faut le On répéter. répète, on répète. Fait en neurofeedback, c'est la même chose. Fait que si je prends le cerveau, je vais prendre une personne anxieuse. Une personne anxieuse, souvent, c'est une petite région au centre du cerveau, ça s'appelle les amygdales, c'est le bouton panique, le bouton d'urgence, c'est lui qui active le système nerveux central pour tous les symptômes d'anxiété. Et là, notre bouton panique est allumé, il est hyperactif. Fait que si je veux calmer le bouton panique, qu'est-ce que je fais? Je vais le lire en temps réel avec les appareils. Fait que la personne est en clinique, OK. elle est assise, on met le casque sur la tête. Au lieu de lire tout le cerveau, on va dire, bon, bien, nous, on va aller calmer le bouton panique. Fait qu'on va lire en temps réel le bouton panique. Puis à toutes les fois que le cerveau calme le bouton panique, je donne une récompense. La récompense, c'est que... C'est un gros diamant. Non, OK, c'est ça. De la nourriture, une croquette. Non, en fait, c'est... devant la personne, il y a un écran. OK. Puis sur l'écran, là, instantanément, il y a une vidéo qui va se mettre à jouer. Puis instantanément, c'est 100 millisecondes. Fait que dès que le cerveau calme le bouton panique, la vidéo se met à jouer. Calme le bouton panique, la vidéo se met à jouer. Puis on répète, on répète, on répète. Pareil comme le Fait chien. qu'à un moment donné, le Neuro Association va être de... Quand tu t'en viens anxieux, tu vas voir une image qui va te calmer. Oui, Genre. Mais en fait, c'est que le cerveau, assez rapidement, ça, c'est fascinant de voir ça. Ouais. Hein, parce que si je te branche, Oui. puis que je lis ton bouton panique, puis que je commence à te récompenser quand tu le calmes, là, puis je regarde ton activité électrique, là, 4, 5, 6 minutes après, là, ton cerveau va avoir compris que c'est en calmant mon bouton panique que la vidéo se met à jouer. Fait que je vais me mettre à calmer mon bouton panique. Puis on va le voir sur les tracés d'électroencéphalographie. Le cerveau, là, c'est impressionnant. En dedans de 4, 5, 6 minutes, il fait ce lien-là, puis il va commencer à se moduler pour aller calmer le bouton panique. Le même principe que le chien. Au bout de 4-5 minutes, il a compris que c'est en donnant la patte qu'une récompense, bien, il va se mettre à donner la patte. C'est fascinant. C'est fascinant. Puis qu'est-ce qui a fait que tu es allé dans ce domaine-là? Bien, c'est quasiment une histoire de au famille. hasard. OK. Quasiment une histoire de famille. En fait, je viens d'une famille plus du côté scientifique, si on peut dire. OK. Je me rappelle quand j'étais jeune, mon père a fait des études sur les impacts à la tête, puis il était prof à l'université, puis il y avait un laboratoire de recherche, puis tout ça. Fait que j'étais jeune, je suis un petit peu mêlé à tout ça. J'étais immersé un peu dans ce domaine-là. Mon frère étudiait en médecine. Puis c'est quand il faisait son fellowship en médecine qu'il a entendu parler du neurofeedback. Là, ça fait 30 ans de ça. Puis mon frère en a parlé à ma sœur, Francine. Moi, je suis le plus jeune des trois. Ah, le bébé. Fait que moi, je suis ce que les autres disent. Ben oui, je sais bien. On est de même. Puis ma sœur, elle a suivi ses formations en neurofeedback. Ça doit faire 25 ans de ça. Elle a commencé à pratiquer, mais c'était pas sa pratique première. Puis, il y a une douzaine d'années, concours de circonstances, je passe du temps avec ma sœur, puis elle monte un peu dans son bureau à travailler. Elle me dit, regarde mes appareils, je fais du neurofeedback. J'ai dit, c'est quoi ça, le neurofeedback? Puis là, elle m'explique un peu comment ça fonctionne. Puis là, elle m'a expliqué les cas qu'elle a eus avec des jeunes enfants. Elle dit, regarde, lui, là, à l'école, là, il était en échec total, puis j'ai travaillé ça, puis maintenant, ça va super bien à l'école. Puis j'ai dit, wow! Tout le monde devrait avoir accès à ça. Puis là, je me suis mis à m'intéresser à ça. Puis c'est là qu'on a vraiment... Bien, regarde, moi, ma mission, c'est de faire connaître ça à tout le monde. Puis c'est là qu'on a démarré Neuroperforma, puis que finalement, on s'est vraiment concentré en neurofeedback. On a évolué là-dessus. Fait que c'est un peu ça qui m'a amené dans... Ça fait combien d'années que vous faites ça? Ça fait depuis 2012. 2012, ça fait 12 quand ans. même. Ouais. Quand même. Ben, c'est une chance Google. Ouais. Bien, parce que ça m'intéresse parce qu'on entend parler, on commence avec le EFT, le PNL, puis c'est tout ça, là, de travailler ton cerveau, puis là, tu tapotes un peu, puis là, lui, il enregistre des affaires, puis tu te déprogrammes. Puis moi, dans la sclérose en plaques, c'était ça aussi. On m'a dit, déprogramme-toi de ce qui te rend malade. Ouais. Mais la reprogrammation, c'est plus compliqué qu'on pense aussi. Mais là, ça me fascine. Puis là, c'est sûr que je vais la mettre, cette petite capine, et on va aller travailler mon anxiété parce que je suis TDAH. Et TDAH, la seule façon qui fait en sorte que ça me provoque de l'anxiété parce que ça n'arrête pas de tourner là-dedans, là. Ouais. Fait que la seule affaire qu'on a réussi pour me stabiliser, c'était vraiment ça. Il faut que je commence par calmer mon anxiété pour que le hamster arrête de courir puis que j'arrive à être concentrée assez longtemps sur quelque chose que je suis en train de travailler sans imaginer que ça pourrait virer mal. Mais c'est hyper fascinant, le cerveau.
puis de savoir qu'on peut aller traiter plein de choses. Parce que là, l'anxiété, on se dit, OK, parfait, mais vous traitez beaucoup plus grand que ça. Oui. Je dirais qu'il y a à peu près, en clinique, à peu près une dizaine de pathologies là, qu'on adresse. Puis on n'en est pas arrivé là du jour au lendemain. Hein? Non, le neurofeedback, là, ça a commencé, ça fait longtemps. Là. Souvent, on pense que c'est nouveau. Là. On pense que je n'en ai pas entendu parler, ça doit être vraiment nouveau. Mais non, ça existe depuis 1967. Fait que ça fait longtemps. Puis après ça, bien, graduellement, les premières pathologies, en fait, la première pathologie qui a été traitée avec le neurofeedback, c'est l'épilepsie. Ah, Puis ça, c'était en 1974. On remonte à loin. Je fais un peu d'historique. Ben oui, c'est parfait. Puis après ça, bien, c'était beaucoup les troubles d'attention. À partir de 77, 78, les troubles d'attention, ils ont réalisé que ça fonctionnait bien. Fait que ça a été vraiment la première problématique, dans le fond, qu'on a adressée. Après ça, jusqu'à les années 2000. Puis après ça, ça peut aussi fonctionner pour l'anxiété. Ça peut aussi fonctionner pour la dépression. Puis plus que ça va, plus que les études sortent. Puis là, maintenant, bien oui, on va parler, bien sûr, des troubles d'attention, anxiété, dépression, mais les commotions cérébrales, la douleur chronique, fibromyalgie, la schizophrénie, maintenant qu'il y a des études qui sortent là-dessus, l'autisme. Même un congrès dernièrement, il disait que le neurofeedback, c'était l'approche qui amenait le plus de bénéfices chez les personnes autistes. Fait, il y a plein de pathologies comme ça qu'on ne pensait pas que le neurofeedback pouvait avoir un effet. Puis finalement, on se rend compte, bien, quand ça a un lien avec le cerveau, quand on l'entraîne puis il fonctionne mieux, on peut aider bien des problématiques, que ce soit la dépendance, les chocs post-traumatiques aussi. Puis il y a énormément d'études, en fond, aux États-Unis qui se font là-dessus. L'armée américaine, c'est d'après moi les plus avancés dans ce domaine-là. Puis on a eu la chance, de question de famille, puis tout ça. Ben oui. Ma sœur, elle a une capacité à se faire des liens puis des amis, puis moi, le petit jeune, je suis en appel. Ben c'est ça. Ben là, il faut que ça vale de quoi d'être le bébé de la famille, là. Ben oui, puis il faut bénéficier de l'expérience des autres. Je sais bien. Puis ma sœur Francine, elle a une capacité à se faire des liens puis des amis. Puis quand elle a commencé en neurofeedback, là, il y a plusieurs années, c'était un petit monde, hein? Il y avait peu de professionnels, puis les gens qui sont maintenant des sommités mondiales, qui sont plus inaccessibles, Francine, elle, c'était ses amis, puis tout ça. Fait qu'elle s'est mis vraiment d'amitié avec des personnes qui sont des sommités aujourd'hui, dont Mark Zola. Mark Zola, c'est lui qui dirige les programmes de l'armée américaine à Fort Campbell. Puis lui, c'est un neuropsychologue qui gère tous les programmes qui ont déployé ensuite. Puis neurofeedback, ils l'ont instauré. Quand on a commencé, Francine, elle l'a rencontré dans un congrès, ils sont devenus amis, puis finalement, il nous a pris un peu sur son aile, il a dit « Venez à la base de Fort Campbell, on va vous montrer comment ça marche, qu'est-ce qu'on fait. » Puis après ça, vous pourrez l'utiliser dans le fond au Canada. Fait qu'on a bénéficié des avancées de ce côté-là. Puis là, c'est là qu'on se rend compte que pour les chocs post-traumatiques et les substances, tout ça, dans l'armée, sont bien en avant sur bien d'autres mondes. Puis c'est de la même façon que ça fonctionne. C'est toujours la même façon. On met le casque, vous allez voir où ça répond, puis vous allez... Bien, c'est que ça a beaucoup évolué. Hein? Avant, parce qu'en fait, les systèmes ont évolué en termes de technologie. Puis ça, tu regardes en un petit peu sur Internet, des fois, tu vas voir des systèmes là, qui avaient juste une électrode ou deux électrodes. C'est qu'au début, on ne regardait pas le cerveau en 3 dimensions parce que les systèmes ne nous permettaient pas de le faire. OK. Fait qu'on prenait des lectures à certains endroits, à la surface du cerveau, puis là, on pouvait dire « Ah, ben oui, ça, c'est hyperactif » ou « ça fonctionne au ralenti ». Fait que ça fonctionnait, là. Puis ce qu'on appelle les systèmes conventionnels, ça marche encore, mais le nombre de séances est plus élevé, puis tu peux pas aller au centre du cerveau. Voir tout l'ensemble, parce que j'imagine que ça doit pas réagir juste à un endroit. Il y a des trucs qui doivent avoir comme certains liens. Oui, puis exemple, comme maintenant, on va parler beaucoup de brain network, des réseaux neuronaux. Fait que quand on parle de réseau, c'est pas juste une région dans le cerveau qui est responsable, c'est plusieurs régions ensemble qui vont travailler en équipe pour faire une fonction spécifique. Fait que maintenant, les systèmes, quand je faisais juste lire un endroit, je pouvais pas lire un réseau neuronal. Fait que maintenant, je suis capable de voir le cerveau en 3D, ce qui est vraiment impressionnant. Puis ensuite, je suis capable de détacher les réseaux neuronaux. Quand je parle de réseau, là, quand on parle, exemple, dans les déficits d'attention, l'attention soutenue. Qu'est-ce qui me donne la capacité de maintenir l'attention? Bien, ça, c'est un réseau. Et c'est un réseau qui implique des régions frontales et pariétales. Après ça, j'ai un réseau d'attention divisé. Qu'est-ce qui fait que je suis capable de faire plusieurs choses en même temps? Bien, ça part du front puis ça s'en va latéralement. Fait que c'est des réseaux
neuronal. L'anxiété, bien, je parle du bouton panique. Oui. Mais oui, mais en fait, le bouton panique, il travaille avec d'autres régions, finalement, en surface frontale, en temporale, et ainsi de suite. Fait que c'est tous des réseaux. Puis maintenant, ce qui fait qu'on est de plus en plus efficace en neurofeedback, c'est que, en plus de voir en 3D, fait que là, je suis capable d'aller toucher des régions au centre du cerveau, je suis capable de vraiment apprendre un réseau spécifique. Qu'est-ce qui fait qu'on a, je sais pas moi, le circuit de l'humeur, on a un réseau neuronal qui gère l'humeur dans le cerveau. Puis on va prendre ce réseau-là, puis un peu comme une équipe. Puis on va analyser l'équipe. Bon, mais qu'est-ce qui va bien dans l'équipe? Tel joueur va bien. Ah, lui, il va pas bien. On va l'entraîner. Lui, il va pas bien. On va l'entraîner. Fait que les technologies ont beaucoup avancé. Puis plus qu'on est précis dans qu'est-ce qu'on entraîne, bien, plus qu'on va être efficace. Puis est-ce que c'est toujours les mêmes résultats que vous avez par rapport à, mettons, quelqu'un qui est dépendant? Il va s'asseoir dans votre chaise, puis vous allez pouvoir, avec l'analyse, dire « Ah, lui, c'est un dépendant ». On ne pourra pas dire à partir de l'activité électrique, faire un diagnostic ou supposer un diagnostic. OK. Mais par contre, on s'exemple dans la dépendance. Bien, la dépendance, on a surtout 3 régions du cerveau qui sont impliquées. Bien, on va dire, ces 3 régions-là vont moins bien. Fait que la personne qui a une problématique, on va pouvoir faire la corrélation avec l'activité du cerveau, mais on ne pourra pas juste partir du QEG pour dire, cette personne-là, elle a telle problématique. OK. Fait que ça expliquerait, par exemple, si on y va avec la dépendance, quelqu'un qui décide d'arrêter de prendre de la drogue. Il arrête ça, mais son problème de dépendance, il est encore là. Parce que souvent, ils vont le mettre sur autre chose. Ils vont se mettre à magasiner ou... Bon. Puis là, on pourrait s'asseoir sur la chaise et dire, OK, j'ai arrêté de consommer ma substance de choix. Maintenant, je veux arrêter d'exagérer une nouvelle affaire. Puis là, on pourrait le changer. Ben ouais, parce que c'est les mêmes patterns. Tu sais, puis si tu qu'on rentre un peu là-dedans, ça vient le fun. Oui, c'est le fun, ça. Le profil typique, ou en fait les régions du cerveau d'une personne qui a des problèmes de dépendance. Qu'est-ce qu'on a? Bien, premièrement, tantôt on parlait d'anxiété. Souvent, l'anxiété va être présente chez les personnes qui ont des problèmes de dépendance. OK. Et ça, dans le cerveau, bien, c'est quoi? Bien, c'est notre fameux bouton panique qu'on parle depuis tantôt. Et quand on fait l'électroencéphalogramme, on va aller voir le bouton panique. Ça, c'est un élément dans l'équation qu'il faut qu'on regarde. Est-ce que le problème vient de là? Peut-être que oui, peut-être que non. OK. La deuxième région du cerveau, le lobe préfrontal, à la surface. En fait, c'est comme le cerveau, là, mais au niveau de la surface. OK. Puis le préfrontal va jouer un rôle de jugement. Donc, si, exemple, j'ai une dépendance avec le jeu, bien, quand j'arrive au casino, là, puis que je viens de dépenser ma paye, là, le préfrontal, il est supposé dire c'est le temps d'arrêter, là. Là, tu viens de dépenser. Fait que c'est un peu le jugement par rapport à ça. Lui, c'est le contrôle un petit peu qui va jouer. Fait que est-ce que je suis capable d'avoir le contrôle sur mes impulsions, sur mes désirs et tout ça? Bien, le préfrontal va jouer ce rôle-là, un petit peu comme le maître d'œuvre pour dire « wow, c'est assez ». OK. Et ensuite, les personnes qui ont des dépendances, bien souvent, on va entendre « c'est plus fort que moi ». Ça n'arrête pas, j'arrête pas d'y penser, je suis pas capable de décrocher. Bien, le décrochage ou le fait que c'est plus fort que moi ou peu importe, bien, c'est en frontal, mais juste une couche en arrière. On appelle ça le gyrus singulaire antérieur. Puis lui, il va jouer un rôle, dans le fond, sur la flexibilité mentale pour dire est-ce que je suis capable de décrocher? Je pense au jeu 24 heures sur 24, j'essaye de décrocher, je ne suis pas capable. Fait que quand ton gyrus singulaire antérieur va bien, tu vas être capable de dire OK, je passe à d'autres choses, je vais revenir à une pensée, puis je peux revenir, mais je vais être capable d'avoir une certaine flexibilité de ce côté-là. OK. Fait que quand on fait l'analyse, bon, on va regarder ces 3 régions-là. Puis des fois, ça va être une, des fois, ça va être l'autre, puis des fois, ça va être l'autre, puis chez certaines personnes, ça va être les 3. Puis à ce moment-là, bon, on va cibler ça. Puis quand on fait l'électroencéphalogramme, on est capable de mesurer pour dire, bien, elle est déviante de temps par rapport à la norme, fait que c'est pas trop pire, puis celle-là est vraiment déviante par rapport à la norme, fait que ça risque d'être plus là, le problème. Puis tout est quantifié. Puis après ça, bien, ça nous permet d'être précis pour dire, bien, regarde, ça va pas si pire, mais dans le cerveau, on va vraiment cibler cette problématique-là. Parce que 20 personnes qui ont des problèmes de dépendance peuvent avoir 20 profils cérébraux différents. Puis quand on fait l'analyse, bien, on va faire des programmes d'entraînement qui vont être spécifiques pour chacune de ces personnes-là. Donc, si le frontal va bien chez une personne, on y touche pas, ça va bien, puis on va travailler sur l'anxiété ou l'autre. OK. Hey, c'est incroyable. Mais puis là, ça fonctionne avec les chocs post-traumatiques de la même façon. De la même façon. Parce que là, j'ai un neveu qui a été à l'armée.
C'est pour entendre des feux d'artifice, là. Oui. Puis en fait, le neurofeedback, c'est le côté, je vais dire, neurologique. OK. Mais il n'y a pas juste le côté neurologique. Hein. Dans une approche, moi, je crois beaucoup à l'approche globale. Il n'y a pas juste un spécialiste pour traiter une personne. Le neurofeedback va toucher la partie neurologique, mais moi, je crois beaucoup, dans le fond, à la déprogrammation également. Fait que, si, exemple, quelqu'un a été, dans le fond, à la guerre, peu importe, un choc post-traumatique, bien oui, ton cerveau, dans le fond, c'est un peu les mêmes régions. Dans le fond, il va recevoir le bouton de panique qui va être là, donc qui va amener, dans le fond, un état d'urgence ou d'hypervigilance, parce qu'il pense qu'il est toujours en état de guerre. Fait que ça, c'est nos amygdales, notre bouton panique au centre. Souvent, plus vers l'arrière de la tête, il y a tout un réseau qu'on appelle le DMN, un mode par défaut, qui va gérer la partie émotive. Puis souvent, lui, va être déréglé aussi. Il va avoir des déviations quand on a un choc post-traumatique. Puis la partie émotive est bien difficile à contrôler. Puis après ça, ben oui, le préfrontal peut être impliqué dans le jugement parce que si, exemple, je reviens de peu importe la guerre, puis que je suis ici avec toi, bien, mon frontal devrait être assez fort pour dire, regarde, qu'il n'y a pas de danger. Là. Regarde, il ne tombera pas une bombe ici. On est bien, on est en sécurité, mais le frontal, il faut qu'il soit capable de jouer un rôle pour reprendre le contrôle là-dessus. Fait que oui, côté neuro, mais le cerveau, il a aussi fait des associations. Ben oui. Puis là, celui qui va raccrocher les images qui passent, parce que j'ai longtemps été en hypervigilance, quand je vivais une situation qui n'a pas rapport avec ce que j'ai vécu, mais c'est l'image de mon trauma qui me revenait. Je pensais automatiquement à ce moment-là, dans des circonstances que je ne comprenais pas. Mais ça veut dire que j'avais un neuroassociation qui se faisait de... Puis ça, il y a des techniques là, qui fonctionnent très bien pour ça. Une qui est bien connue, c'est en psychologie, ils vont parler de l'EMDR. Et puis, aux États-Unis, bien, moi, j'ai appris l'IMO, qui est dans la même famille, c'est l'intégration par les mouvements oculaires. Puis, c'est des techniques pour briser les associations. Un peu comme tu dis, je sais pas, je me fais attaquer par un chien, bien, mon cerveau va associer chien égale peur de mourir ou peu importe, je vais mourir, peu importe. Puis là, après ça, bien, dans d'autres contextes, que des fois, on n'est même pas conscient de ça. On peut être sur une terrasse, on prend un verre, on jase, puis un chien qui jappe dehors, consciemment, je ne l'entends même pas, mais là, je me mets à me sentir mal. Comment ça, je me sens mal? Bien, ton cerveau, il a entendu, il a fait le lien, puis il a ramené l'émotion qui était associée avec le chien. Et ça, l'IMO, c'est des techniques qui sont souvent assez efficaces pour ça. Ils vont t'amener dans l'état, dans le fond, pour que tu vas parler du chien. Ils vont faire des mouvements oculaires dans les différents cadrans. Puis à la fin de la séance, bien, on va parler du chien. Puis, tu vas être comme désensibilisé. Puis ça fonctionne bien. Fait que souvent, c'est différentes approches qu'on va essayer pour différentes pathologies qui va être plus efficace. Là. Puis là, les phobies, ça doit rentrer là-dedans aussi? Oui, tout à fait. Fait que si j'ai peur de traverser les ponts, bien, c'est la même chose. Fait que oui, mon cerveau va jouer un rôle que mon cerveau, il s'enflamme. Bien, OK, on va adresser ce côté-là. Après ça, quand tu viens pour passer sur un pont, bien, l'association du pont que tu as alimenté pendant tellement d'années ou par un événement marquant, bien là, ça aussi, tu vas aller travailler avec ça. Fait que ça va être souvent les psychologues ou les thérapeutes qui vont aller adresser. Nous, à l'interne, en clinique, on le fait aussi. Mais fait qu'il y a différents professionnels qui vont t'aider selon la problématique. Ouais. Puis si on parle, par exemple, de fibromyalgie, parce que malheureusement, la plupart des personnes qui ont de la fibromyalgie se font répondre par le cercle médical, c'est dans ta tête. Fait que je comprends que c'est pas imaginaire, mais oui, ça se passe dans le cerveau. Oui. Mais en fait, il y a beaucoup d'études qui se passent présentement, ou de recherche, je devrais dire, sur le neurofeedback. Est-ce qu'on en est vraiment un traitement efficace? Pour l'instant, là, moins, mais je dirais qu'en clinique, nous, ce qu'on voit, c'est à peu près 50 des personnes qui vont bien virager puis qui vont avoir une diminution partielle ou même complète dans le fond des douleurs. OK. Plus que ça avance, plus qu'on comprend qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau. Et en fait, quand je parlais, dans le fond, là, de ceux qui ont des douleurs, puis il y en a sûrement que tu as parlé que, quand je fais de la méditation, c'est moins pire. Les douleurs s'apaisent. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la méditation? Bien, le cerveau vient se calmer.
Et en calmant le cerveau, ben il amplifie moins les messages de douleur. C'est un peu comme s'il vient amplifier tout de suite, quand il est hyperactif, il vient amplifier tous les messages de douleur. Et ça va se passer beaucoup sur la bande sensorimotrice. On part d'une oreille à l'autre, vraiment, c'est au centre de la tête. C'est les régions qui gèrent les messages de douleur. Si ces régions-là sont hyperactives, bien, ils vont avoir tendance à amplifier. Fait que oui, ça se passe en partie dans la tête de ce côté-là, sur les bandes sensorimotrices. Et aussi, bien, s'il y a de l'anxiété après ça, bien, l'anxiété aussi amène une hyperactivité du cerveau qui va avoir tendance à amplifier, dans le fond, les messages de douleur. Les messages de douleur. Bien oui, parce que là, ton cerveau, il s'emballe, fait qu'il t'envoie des messages un peu contradictoires, puis là, ton corps réagit, en fait. Parce que souvent, chez les enfants, quand ils font de l'anxiété, ils commencent par nous dire quoi? Qu'ils ont mal au ventre, qu'ils ont mal au cœur, qu'ils sont étourdis. Fait que là, en premier, on se dit, bien voyons, qu'est-ce qui a attrapé? Mais finalement, c'est de l'anxiété. C'est l'anxiété parce que on dirait que ton cerveau se bloque, il se met à avoir mal partout, puis tu n'arrives plus à penser. Puis moi, je l'ai réalisé quand mon petit garçon, il avait 6 ans. Puis il y avait quelque chose qu'il faisait, mais dès que ça arrivait à l'école, puis qu'on y reposait la question, il bloquait là. J'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur, je suis étourdi, je suis plus capable de penser. Puis là, ben moi, j'ai fait, OK, moi, je fais ça, mais quand je fais de l'anxiété... C'est ça qui arrive. Fait que j'ai réussi à avoir en me disant, ben là, il n'est pas malade, il fait de l'anxiété. Fait qu'on a traité l'anxiété, puis ça a arrêté. Bien, puis les personnes qui ont de la douleur chronique, fibromyalgie, bien, souvent une question d'emblée qu'on pose, c'est quand tu es moins stressé, est-ce que la douleur abaisse? Puis si la personne a tendance à dire oui, bien, souvent, ils vont très bien répondre au neurofeedback parce qu'on va être capable. L'anxiété, ça fonctionne très, très bien en neurofeedback. Là. Puis c'est probablement des pathologies avec lesquelles ça répond mieux puis le plus rapide parce que c'est différentes raisons. C'est ciblé au centre du cerveau puis ça fonctionne bien. Fait que si la personne dit oui quand je suis moins stressé, bien, j'ai moins de douleur, bien, le taux de succès est bien plus élevé dans ce temps-là. Versus, je suis plus stressé, moins, ça ne change pas grand-chose. Bien là, des fois, le taux de succès est peut-être un peu moins élevé là, de ce côté-là. Mais c'est un indicateur. C'est un indicateur. Mais en fait, on devrait commencer par là. Il faudrait qu'on nous prescrive le neurofeedback. Ça serait tellement simple. Mais c'est vrai, si on commençait par avoir cette technique-là, je pense que ça pourrait au moins nous aider à savoir c'est quoi les prochaines actions à faire. Bien, c'est que ça donne un profil, hein? Bien, c'est ça. C'est qu'on connaît la cause. Fait que là, maintenant, on a une piste de solution pour aller au traitement. Puis, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a quelques années, ça avait sorti publiquement, c'était les médecins qui disaient « Ah, il y a trop de diagnostics de troubles d'attention », alors que dans plusieurs cas, c'est des troubles anxieux. Mais oui. Mais quand on fait une évaluation, là, c'est difficile parce que les difficultés attentionnelles sont là, mais quelle est la cause? C'est difficile avec des questionnaires ou juste des examens comme ça, mais quand on fait un électroencéphalogramme, là, on le voit très bien. Là. Puis en clinique, je dirais, c'est plate à dire, mais on a à peu près 20 des personnes qui arrivent qui ont un diagnostic de trouble d'attention. Puis effectivement, quand on fait le profil cérébral, c'est pas un profil cérébral de trouble d'attention, c'est un profil cérébral de trouble anxieux. Puis les deux sont assez différents, puis l'électro nous permet de voir ça. Puis même aux États-Unis, il y a des places qui vont prendre l'électroencéphalogramme pour dire quelle médication on devrait prendre. Bien, c'était ça que j'allais venir à ça, parce que quand tu fais une dépression, ils ont de la difficulté à te médicamenter, puis il faut que tu essayes plein de trucs. Mais là, si on commençait par ça, j'imagine que ça pourrait nous aider à médicamenter la zone qui est plus problématique. Oui, tout à fait. Puis l'anxiété, dépression, c'est un bon exemple parce que l'anxiété, c'est un cerveau qui est hyperactif. Oui. Puis je le vulgarise de même, c'est un peu plus complexe, là, mais c'est un cerveau qui a trop de fréquences rapides qu'il faut que je le calme. Et probablement que des fois, les difficultés attentionnelles viennent de ça, parce que le cerveau est tellement hyperactif qu'il ne peut pas être efficace. Versus un trouble d'attention, c'est l'inverse. C'est un cerveau qui a tendance à fonctionner plus au ralenti. Donc, dans les fréquences, il va manquer les fréquences rapides qu'il a besoin pour les processus cognitifs, puis avoir plus de fréquences lentes qui vont faire en sorte qu'il va tomber dans l'une. Mais la problématique attentionnelle peut être la même. Puis quand tu fais le profil des deux, bien, lui, c'est un cerveau hyperactif. Il ne va pas le calmer. Il ne va pas le stimuler. Puis l'autre ne va pas le calmer. Bien oui, c'est ça. Fait que, parce qu'à un moment donné,
Moi, je suis de la génération où ils commençaient à donner du Ritalin. Ma mère n'a pas voulu. Mais c'était ça, là. On donnait ça comme des... On essaye, on va nous donner ça comme des Smarties. Mais si on faisait ça, parce que j'imagine qu'il n'y a pas d'âge pour suivre un traitement. Bien, je dirais que nous, on commence en clinique à partir de l'âge de 7 ans. Mais, ça commence avant. En fait, ça fonctionnerait avant. Mais cliniquement, avant 7 ans, des fois, c'est difficile un peu. Tu sais, un enfant de 3 ans qui fait des crises, puis il y a quand même un appareil qui vaut cher là, sur la tête. C'est ça, non, mais ça peut... Oui, non, ça peut... Puis ça peut... De toute façon, à cet âge-là, ils ne sont pas capables non plus de t'exprimer nécessairement dans les bons mots ce qu'ils ressentent ou de faire les exercices qu'ils doivent faire pour faire réagir, j'imagine? Bien, en fait, ça, l'enjeu n'est pas là, parce que le cerveau va comprendre pareil. Puis ça, c'est même avec des poupons là, de quelques mois, je pense que c'est 3 mois, quand ils faisaient ces tests-là en neurofeedback, le cerveau du poupon réagit. Fait que c'est le principe de la récompense. Fait que tu le veuilles, que tu le veuilles pas... Ça réagit tout seul. Tu sais, le chien de Pavlov, je reviens à ça, il n'était pas conscient que la cloche sonnait, puis on lui donne la nourriture, puis ça fonctionne pareil. OK. Fait que c'est pas l'enjeu de est-ce que l'enfant va être capable de se mettre dans un état pour être efficace, parce que le cerveau va comprendre pareil. Okay. C'est plus cliniquement que si l'enfant, il bouge, bien, l'électroencéphalographie, il ne faut pas que tu bouges, parce qu'il est hyper sensible. Fait que c'est un enfant qui bouge, bien, ça ne marchera pas super bien, parce que tu n'auras pas une bonne qualité de signal. Fait que, puis ça peut être un peu dangereux pour l'équipement aussi que... un enfant qui fait une crise puis qui arrache le casque, mais ça vient coûter 1000 $. C'est pas le but recherché. Mais est-ce que ça se fait, par exemple, sur des comas? Êtes-vous capable de voir s'il y a encore quelque chose qui bouge là? Ou... Moi, je ne suis pas rentré là-dedans, mais il y a quelques études qui ont été faites. Dans le fond, des groupes de recherche qui s'intéressent à ça. Moi, je ne peux pas m'avancer. Il faudrait que je fasse des recherches spécifiques à ça, mais c'est pas notre clientèle. C'est pas dans cette clientèle-là. C'est plus dans la clientèle, on est en vie puis on veut mieux vivre. Oui. Puis on peut performer plus aussi. Là, on parle de pathologie, mais le cerveau, là, le neurofeedback, c'est fait pour l'entraîner positivement aussi. Quand on parle des athlètes, quand on parle des hauts gestionnaires ou juste un étudiant qui dit « Ah, moi, je veux être plus performant », souvent, on associe le neurofeedback à un traitement de pathologie. Mais non, la performance là, chez les athlètes, chez les hauts gestionnaires, on le voit beaucoup. Là. J'ai besoin d'avoir ce casque-là sur la tête. Mais c'est vrai, au lieu de régler un problème, on peut s'améliorer directement, de travailler plus notre cerveau. Est-ce que... Parce que là, c'est quoi? C'est 20 de notre cerveau qu'on utilise, 10 c'est quoi? Ça dépend. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais ça vient-tu jouer avec ça? C'est-tu... Si on pratique notre cerveau, quand tu dis on pratique notre cerveau, dans le fond, c'est qu'on l'habitue à penser plus efficacement? En fait, il devient plus efficace. OK. Puis, sans trop rentrer dans les détails, quand tu pratiques quelque chose puis que tu le développes, il y a plus de neurones qui vont travailler ensemble. Puis en fait, quand ils vont se mettre à synchroniser, si je peux dire, en anglais, ils vont dire « if they fire together, they wire together ». Donc, s'ils déchargent ensemble, ils vont se fusionner. OK. Et si j'ai 2 neurones qui déchargent mais pas synchrones, ça ne me donne pas beaucoup de puissance. Si je les prends les deux ensemble, puis que les deux déchargent en même temps, j'ai plus d'électricité. Donc, j'ai 2 fois plus d'électricité, j'ai plus de puissance. Fait que quand je développe des profils pour augmenter, dans le fond, la puissance du cerveau, ce que je fais, c'est que j'habitue les neurones à décharger en même temps pour donner plus de puissance. Plus de puissance égale plus de capacité pour faire les fonctions auxquelles vont être assignées. OK. Fait que moins de fatigue mentale. Bien, ça peut être ça, oui. En fait, tout dépendamment de qu'est-ce qu'on cible. Exemple, quelqu'un qu'on va entraîner l'attention soutenue. Bien, l'attention soutenue, on a besoin d'avoir des fréquences rapides. Là. C'est de l'énergie qu'on a besoin pour être concentré, être focus. Bien, on va concentrer là-dessus, puis on va récompenser le cerveau quand il en produit plus de ces fréquences-là. Puis pour le faire, il va se mettre à synchroniser des neurones à décharger ensemble, on va avoir plus de puissance. Plus de puissance, je vais être capable de maintenir mon attention plus longtemps dans le réseau neuronal de l'attention soutenue. Je sais pas si... Oui, j'ai tout compris. Hey, je le mets tellement en application dans ma tête en ce moment, là, je suis là, Mais c'est tellement puissant. Oui, puis il y en a là, c'est quand même assez fascinant, là, puis j'ai travaillé avec plusieurs athlètes. Tu sais, des athlètes, puis si tu regardes un petit peu sur il y a des athlètes là, de niveau mondial, là,
les Lucian Boutet et autres. Là. Oui. Gabriela Papadakis, qui est la championne du monde de patinage artistique également, qui a fait sa commotion et tout ça. Puis c'est des athlètes, c'est des hyper performants. Fait que déjà là, sont déjà là, au sommet de l'échelle. Là, c'est les meilleurs dans leur discipline. Dans leur domaine, oui. Puis encore là, on est capable de les pousser vers le haut. Et c'est en entraînant le cerveau. Puis il y a des choses avec les athlètes, c'est le fun. On mesurait les temps de réaction. Attends, les boxeurs, avec une gang de boxeurs. Puis au début, dans le fond, tu prends le boxeur, tu mesures ses temps de réaction. Puis après ça, on entraîne le système neurologique. Dans le fond, c'est beaucoup le derrière la tête qui traite le traitement visuel. Fait que si, exemple, je suis un boxeur puis qu'il y a un coup de poing qui s'en vient, bien, il faut que mon cerveau prenne l'information visuelle, va la traiter en arrière, puis ouf, j'ai une réaction pour me tasser. Et tout ça, les temps de réaction, quand on entraîne ces réseaux neuronaux-là, on voit les temps de réaction qui viennent de plus en plus rapides. Puis c'est pas 1 ou 2 là, des fois, là, ça va être des 5-10 plus rapides. Ben oui. Mais si je suis un boxeur, puis mes réflexes ou mes temps de réaction sont 10 plus rapides, ça fait toute la différence entre je mange un coup ou je le mange pas. Ou je le mange pas, ou j'arrête la puck de hockey quand je suis un goaler ou je l'arrête pas. Fait que ça, chez les athlètes, dans le fond, là, c'est toutes des choses qu'on entraîne. Puis chez les athlètes, bien, il y a tout le temps un volet de gestion d'anxiété. Parce que, à un moment donné, physiquement, il stress de performance. Et voilà. Est-ce que, souvent, physiquement, ils vont arriver pas mal au même point, puis c'est la journée de la compétition que ça va se passer. Si moi, je suis à l'aise, je vois bien, je performe bien, bien, je vais passer en avant. Si je croule sous le stress, c'est là que l'autre va passer en avant. Fait que la gestion du stress ou de l'anxiété, ça joue beaucoup chez les athlètes. Fait qu'il faut que tu sois capable de gérer ça. Fait que ça s'entraîne bien aussi. La récupération, la qualité du sommeil. On sait que la nuit, c'est là qu'on récupère. Oui. Dans le cerveau, c'est beaucoup les fréquences lentes là, qui nous permettent là, de récupérer, d'avoir une qualité de sommeil. Puis c'est là qu'on intègre l'information. Fait que si je m'entraîne le jour, la nuit, je veux récupérer, puis je veux intégrer ce que j'ai appris. Fait que ces fréquences-là, on en a besoin. Fait qu'en travaillant sur ces fréquences-là, bien, les athlètes vont avoir un meilleur sommeil. Ils vont se réveiller le matin et dire, au lieu d'être fatigué, là, je suis en forme, je me lève puis je pars. Parce que ça, c'est le cerveau. Quand tu te couches puis tu es plus fatigué que quand tu t'es couché, c'est pas normal, c'est pas bon, hein? OK. C'est pas bon. Décidément, on prend rendez-vous quand je sors d'ici. Puis, on parlait des commotions cérébrales. Oui. Comment que ça peut aider une commotion cérébrale? J'ai toujours pensé que les commotions cérébrales, que les dommages que ça faisait, c'était irréversible. Bien, on ne peut pas tout guérir. Okay. Puis ça dépend de la sévérité. Okay. Fait que ça, il faut faire... faut faire attention à ça. Il faut faire attention. Ce n'est pas une solution miracle qui va tout guérir, tout remettre à neuf. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher des gains? Tout à fait. Okay. Puis les commotions cérébrales, c'est fascinant parce qu'elles sont toutes différentes. Hein? Puis ça va dépendre de l'impact à quel endroit. Puis, à partir de là, bien, les symptômes vont être différents. Je vais te donner 2 exemples. Oui. Si j'ai un accident d'auto, puis je me fais frapper le préfrontal gauche, bien, le symptôme surtout qui risque de sortir, ça va être la dépression. Parce que le préfrontal gauche est responsable de générer des émotions positives. Fait que ça, je vais être plus enclin à ça. Versus si c'est plus en arrière de la tête, bien là, le traitement visuel est là. Fait qu'à ce moment-là, la lecture, je suis sensible à la lumière et tout ça. Si les régions au centre du cerveau, bien, ça va être plus en lien avec la mémoire. Puis on parlait de l'attention soutenue, l'attention divisée, tout ça. Fait que dépendamment des régions du cerveau qui subit l'impact, bien, les symptômes vont être différents. Fait que les commotions cérébrales, on ne peut pas toutes les mettre dans le même panier. Une commotion, c'est ça. Ce qu'on fait, c'est que la commotion arrive, puis on dit, bien, c'est quoi les symptômes? C'est-tu des problèmes de mémoire, d'attention? Il y en a que ça va être l'anxiété, il y en a que ça va être l'humeur, peu importe. Puis là, on va aller vérifier les réseaux neuronaux de ça. Puis après ça, on va l'entraîner de manière spécifique. Fait que les commotions, on en a de tous les sens. Puis des fois, c'est un petit peu l'effet coup contre coup. OK. Fait que si, exemple, je suis en patin, je glisse, je tombe, je me frappe le derrière de la tête, bien, le cerveau, dans la calotte crânienne, il va aller frapper ici, mais après ça, il va être compressé là, il va être étiré là. Fait que dans le sens opposé. Fait que l'effet coup contre coup, quand le cerveau se promène, bien, il peut avoir des dommages à 2 endroits. De côté. L'effet impact premier puis l'impact secondaire, en fait. OK. Bien, comme le bébé secoué. Et voilà. OK. Fait que les commotions, c'est le fun. En fait, c'est le fun. Scientifiquement, c'est stupéfiant parce que ça allume plein de choses. Puis là, l'important d'avoir le 360 du cerveau. Oui.
Parce que là, quand vous y alliez juste une zone à la fois, la commotion, elle tu sais pas où est-ce qu'elle a touché. Puis, puis c'est quoi les autres pathologies qui ont des... On parlait de l'autisme. Oui. Bien, l'autisme, ça a beaucoup évolué parce que quand on parlait des réseaux neuronaux, là, quand on parle d'un réseau, on parle d'une équipe. OK. Une équipe, là, je vais prendre une équipe de hockey. Ouais. Qu'est-ce qui fait que mon équipe de hockey est performante? Bien, j'ai mes joueurs individuellement, il faut qu'ils patinent vite. Et la deuxième chose, il faut qu'ils communiquent ensemble. Fait que le volet communication dans une équipe devient important. Puis en neurofeedback, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a appris ce volet-là. Ça fait près d'une quinzaine d'années. Au début, on le mesurait, puis on disait « c'est important, on ne sait pas », puis fait que finalement, ça a évolué, puis le volet de communication, finalement, dans certaines pathologies, il est encore plus important que le volet de puissance, comme on parle tantôt. Et l'autisme en fait partie. OK. Fait que quand on prenait une personne autiste, exemple, une dizaine d'années, on ciblait les régions du cerveau, on voulait les stimuler un peu comme quelqu'un qui a un déficit d'attention. Ouais. On avait un certain taux de succès avec ça. C'est quand même intéressant. Là, il y avait une réduction, dans le fond, sur les scores d'attente, sur les scores, dans le fond, d'autisme qui descendaient. Fait que ça, c'est intéressant. Puis après ça, on fait avec les nouveaux appareils, comme on a, là, qu'on mesure la communication. On dit, on va comparer. On va travailler en puissance versus, on va travailler juste la communication dans le cerveau. Mais quand ils travaillaient la communication, les résultats étaient 3 fois plus importants. Fait que ça, c'est toutes les avancées technologiques qui me permettent de dire, dans le cas de l'autisme, il faut voir ça d'une autre manière. Parce que là, c'est vraiment plus la communication qui va être un enjeu. Puis quand on entraîne ça, on va être plus efficace. On n'aurait pas pensé. C'est vrai, moi, j'aurais pensé que c'était plus l'autre que la communication. Fait que c'est toutes des choses que la science nous permet d'avancer. Puis, dépendamment de la pathologie, il faut l'adresser. Ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Oui, puis il y a différentes sortes d'autisme aussi. J'imagine qu'il faut les aborder complètement différemment un de l'autre, parce qu'il y en a qui sont hyper stimulés, puis qui apprennent très vite, puis tout ça, puis d'autres qui sont dans un état... Oui, puis ce qui est le fun aussi en neurofeedback, c'est que quand la personne a des forces, on y touche pas. Toi, on est capable de dire, ça, tu as vraiment une force de ce côté-là, puis on a des marqueurs, ça, t'es en haut de la moyenne, en haut de la norme, ça, on touche pas à ça. On va aller travailler sur les lacunes. Fait que ça, c'est le fun que tu es capable de dissocier, parce que tu veux pas juste normaliser, tu sais, ce qui est les forces, tu veux pas être diminué pour aller compenser les faiblesses. Non. Fait que ça, on est capable vraiment de départager ça, puis quand on fait l'analyse, c'est le fun là, de faire tout ça. Là. Puis c'est combien de temps, mettons, on arrive dans ton bureau, puis on s'assoit, je dis mes symptômes, on commence le traitement. Après combien de traitements je peux voir une amélioration ou une différence? Bien, quand on regarde le EEG ou les tracés du cerveau, là, après une séance, on voit les changements. C'est quand même le fun de voir ça. Là. Est-ce que toi, tu vas voir les changements après une séance? Non. Probablement pas. Non. Il y en a qui disent que oui, mais après une séance, là, ça peut être du placebo ou autre. Souvent, là, ça va être 4-5 séances. Là, tu vas arriver et tu dis « Hey, Rock, je me sens bien aujourd'hui, là, je ne suis pas stressé, il t'est arrivé telle situation. » Ça ne m'a pas dérangé ou j'ai bien dormi. Souvent, là, c'est après 4-5 séances que là, les gens, dans le fond, vont vraiment commencer à sentir les changements. Puis souvent, pour une problématique spécifique, ça va être une 12aine de séances. OK. Puis les gens vont venir 2 fois par semaine, des fois entre 1, 2, 3 fois par semaine, dépendamment. Mais si tu viens 2 fois par semaine, c'est 6 semaines. 1 mois et demi. Puis exemple, ton anxiété, souvent, c'est tu atteins tes objectifs de ce côté-là. Là. Fait que, puis après ça, ça va durer. Wow. Là. Ben oui, c'est ça qui est fantastique, c'est que ça dure, parce que là, ton cerveau, il est habitué à quelque chose, puis là, il a compris. Et fait voilà. qu'il change pas. Ouais. Puis est-ce que ça va aussi loin que, par exemple, quelqu'un qui a des troubles alimentaires? Est-ce que ça a rapport avec le cerveau? Oui. Bien, quand on parlait des dépendances, ça rentre puis les troubles là-dedans. alimentaires, c'est les mêmes profils. OK. Souvent, dans les troubles alimentaires, tu vas avoir de l'anxiété qui va être là. Ouais. Puis après ça, tu vas avoir le frontal qui est le jugement, qui dit peut-être que je devrais arrêter de manger ou je devrais peut-être pas me faire vomir. Puis après ça, tu as les pensées obsessives qui fait que je suis pas capable de décrocher de l'idée de la nourriture. Fait que ça, c'est le même profil cérébral que les personnes qui ont des dépendances.
Puis dans tout ce volet-là, moi, je trouve vraiment que l'accompagnement est important. T'sais, oui, il y a le côté neurologique, mais d'aller chercher de l'accompagnement, ça, c'est vraiment la clé du succès, là, parce que oui, ça peut aider. Puis en fait, puis souvent, juste le neurofeedback va faire une grosse différence, mais moi, je trouve que le fait d'être accompagné là-dedans, bien, ça fait une différence, là. Oui, parce que dans n'importe quoi, on arrête ça, mais il faut comprendre pourquoi qu'on est allé vers ça. Puis, tu sais, c'est parce que souvent, c'est le langage qui va couvrir autre chose, là. Il y a des trucs qu'on n'a pas dit, puis on s'est... Tu sais, va savoir comment on s'est programmé pour se dire « Ah, ben là, ça me fait du bien jusqu'à temps que ça me fasse plus de bien. » Ouais. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'une fois du moins que notre joueur principal est dans notre équipe, au moins, on peut guérir le reste. Ouais. Mais je pense que l'anxiété a l'air d'être un joueur de toutes les équipes, hein? Ça se peut-tu? Ah, c'est souvent, là. Il est souvent là, lui, hein? Bien, tu sais, quand on parle des troubles d'attention, souvent, c'est moins présent. Souvent, l'anxiété va être générée par les difficultés qu'on a. Oui, bien, par l'entourage plus, parce que celui qui n'a pas d'attention, tant que tu ne lui rappelles pas qu'il n'y a pas d'attention, ça va super bien. C'est ça. à force de te faire dire « Hey, ouais. reste avec moi. » Allô? Tu fais comme... OK, j'étais où, là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je viens de te dire? C'est là que l'anxiété rentre en ligne de compte, mais... Puis l'anxiété pour l'entourage aussi. Oui, c'est ça, exactement. Mais, puis je pense que ça, c'est un peu... malheureusement, on le transmet. Puis c'est drôle, hein, parce que quand on regarde le profil cérébral d'un parent puis de l'enfant, ça arrive souvent que ça se ressemble. Puis je me rappelle d'en avoir vu, j'en ai vu des milliers là, d'images. Là. Puis là, tu as la mère, puis là, tu as la fille. Puis tu regardes, là, puis c'est les mêmes patterns là, en 3D. Tu regardes ça, tu vois, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Là. Ben fait non. Que, puis... Ben, j'avais peur des ponts. Je comprends pas pourquoi j'avais peur des ponts. Puis un jour, on passait sur un pont, puis ma mère, elle a dit « Ah, ce que j'ai peur des ponts! » Mais si depuis que je suis toute petite, que quand on passe sur des ponts, ma mère dit « J'ai peur des ponts », moi, je viens de me faire... je l'ai enregistré. Ouais. Puis là, je dis, bien, moi, j'ai pas peur des ponts. Puis là, je me suis déprogrammée à ça parce que... Ouais. Mais imagine que ça peut le faire, que ça soit pas moi qui force pour le faire. J'aimerais ça. Écoute, dans la Fondation, parce que la Fondation, on soutient les femmes, on aide les femmes, justement, en trouvant des solutions comme ça qui sont autres que ce qu'on connaît déjà, on essaie de leur faire voir un peu tous les horizons pour les aider quand elles traversent les épreuves, mais aussi quand elles ont traversé l'épreuve. Comme par exemple la dépendance. Souvent, les femmes ont arrêté de boire, mais le trou qu'elles ressentent en dedans reste là. Et nous, c'est pour ça qu'on se dit, on est là après. Tu as arrêté de boire, qu'est-ce que tu peux faire après? Et c'est là qu'on trouve des solutions comme c'est là toi. Que ça devient intéressant. C'est ça qui est intéressant. Et la fondation s'appelle Vivere, qui veut dire vivre en italien parce que je suis italienne. Et, mais c'est la déclinaison de 3 mots super importants qui sont vivre, vérité et rétablissement. Je t'écoute parler depuis tantôt. Tu as l'air d'être un homme passionné par ce que tu fais. Je suis. Écoute, si tu arrives à le transmettre, c'est incroyable. J'aimerais savoir pour toi, le mot « vivre », qu'est-ce que ça signifie? Bien, vivre, moi, je pense qu'on est tous ici sur la Terre pour vivre. Puis je m'en venais tantôt en auto, puis tu m'avais posé ces questions-là. Ça veut dire quoi? Puis moi, vivre, pourquoi on est ici? C'est pour être heureux. Moi, c'est peut-être simpliste, là. Bien, pour moi, vivre, c'est être heureux, puis on est heureux, bien, qu'est-ce qui va nous rendre heureux? Ça va être différent pour chaque personne. Tu sais, il y en a que ça va être l'amour, l'accomplissement, la réalisation, donner, se dépasser, contribuer. Fait que tout ça, pour moi, dans le fond, ça nous amène à vivre. Puis vivre, c'est... On est ici sur la Terre pour être heureux. Moi, c'est vraiment simpliste, mais ma définition, c'est un peu ça. C'est pas physiologiquement un cœur qui bat dans un corps, là. Vivre, c'est qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on a dans nos tripes, puis ça, bien, qu'est-ce qu'on veut tout ressentir, c'est le bonheur. Fait, moi, quelqu'un qui dit « Hey, je vis, j'ai l'impression de vivre », bien, c'est quelqu'un qui se sent bien puis qui se sent vibrer. Fait, moi, c'est vraiment ma définition de vivre, là. Peut-être un peu trop simple, hein? Non, c'est parfait. C'est parfait parce que quand on comprend ça, c'est là qu'on se rend compte qu'on se complique la vie un peu trop. Ouais. Parce que
Tu sais, dans le fond, on veut juste jamais être en mode survie. Ouais. Puis notre vie, si on la remplit de plein de petits bonheurs, ça va faire notre gros bonheur. Puis il faut trouver qu'est-ce qui nous rend heureux. Et voilà. Si j'aime pas ça, faire ça, ça me rend pas heureux, ça m'amène pas à vibrer, mais fais autre chose. Puis trouve qu'est-ce que t'aimes, puis tu vas là-dedans, tu vas t'épanouir. Puis en t'épanouissant, quand t'es bien, là, tu rayonnes, puis c'est là que t'es capable de contribuer aux autres. Si moi, je me sens bien, je vais partager, je vais vouloir aider, je vais être de bonne humeur, je vais dégager de l'énergie positive. Comme des fois, tu rentres dans une pièce, « Hey, il me semble que je me sens bien avec cette personne-là. » Fait que tu vas contribuer au bonheur des autres. Mais quand toi, tu te sens pas bien, c'est difficile de faire rayonner autour de toi. Oui, c'est sûr. Il faut que nos vibrations soient hautes pour qu'on attire des autres. Puis, vérité. Bien, je vais être plate un peu dans ma réponse, mais c'est mon côté cartésien qui va sortir. C'est bien correct. Puis, vérité, c'est de ne pas se cacher qu'est-ce qui se passe. Puis moi, dans mon travail, c'est ça qu'on fait. On fait des électroencéphalogrammes. Bien, je ne veux pas dire que c'est la vérité pure et dure qui sort, mais quand même, tu ne caches pas le fait que, mais voici qu'est-ce qu'il y en est. Voici c'est quoi le portrait. Où c'est que j'en suis aujourd'hui? Pour moi, c'est un peu, la vérité, c'est, regarde, cachons-nous pas, là, ou on ne se fait pas des histoires. C'est quoi le portrait aujourd'hui? Puis, à partir de là, bien, qu'est-ce qu'on en fait? Bien, c'est la plus belle définition. Je pense, pour vrai, c'est juste ça. C'est juste arrêter de se mettre des masques. Les vérités, là, souvent, on les sait. Puis si des fois, on veut pas se l'avouer. On veut pas se l'avouer. C'est aussi simple que ça. Mais là, écoute, si on se fait brancher puis qu'ils nous le disent, écoute, tu peux pas demander mieux, là. Ouais. T'sais, toi, tu l'as, la vérité en pleine face, puis en plus, tu es capable d'avoir des réponses. Ouais. C'est ça qui est le fun, parce que je pense que dans notre cerveau, c'est ça qui doit être fascinant. Parce qu'en fait, tu le sais, ton cerveau n'arrête pas de te le dire d'un million de façons, mais tu ne veux pas le comprendre. Puis on vient dans ton bureau, puis là, tu mets le doigt dessus, puis tu dis, bien, arrête de tourner autour, c'est ça. Et voilà. Ouais. Donc, le rétablissement. Bien, le rétablissement, moi, je trouve que c'est la partie qui est le fun. Parce que pour moi, rétablissement, c'est prendre un pas dans la direction que je veux. Puis, les trois termes, là, je trouve que ça fait une boucle. Puis, l'objectif, dans le fond, je reviens, tu sais, au début, vivre, c'est l'objectif, c'est d'être heureux. Ça, c'est l'objectif. Pour y arriver, bien, c'est quoi l'état de la situation aujourd'hui? La vérité va sortir. Puis après ça, qu'est-ce que je fais pour atteindre mon objectif du départ? Fait que la partie rétablissement, moi, c'est la partie qu'on se met en action. Pour moi, rétablissement, ça veut dire faire un pas en avant, prendre action, aller dans la direction qu'on veut. Fait que pour moi, c'est très positif. Même, tu sais, le parti rétablissement, je vois plus ça comme un entraînement. Prendre action, qu'est-ce que je fais? Tout à fait. Puis à chaque jour, tu sais, on peut se permettre de... Oups, des fois, tu vas vers une direction, tu te dis, je pense que j'aimais ça. Non, finalement, j'aime pas. On revient. Et c'est une boucle, oui. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on a choisi ces trois mots-là, parce que je pense que si on les mettait vraiment en application consciemment, on verrait que finalement, la vie est simple, mais qu'on se la complique parce que justement, pour vivre, il faut qu'on fasse des choses qu'on aime. Puis des fois, c'est quand tu n'es pas dans la bonne route que tu fais pas des choses que tu aimes. Puis il faut que tu te rétablisses dans... Puis là, c'est parce qu'on a trop longtemps mis le mot rétablissement juste sur une maladie. Tu es malade, tu te rétablis. Mais je pense que chaque étape de notre vie, on doit continuer d'avancer, de chercher qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qu'on aime faire comme travail. Puis tu sais, aujourd'hui, à l'époque de nos parents, là, ils commençaient un travail, ils le faisaient toute leur vie. Aujourd'hui, nos jeunes, on les oblige plus à être... Faut que tu te réajustes. Tu te réajustes, tu reviens, tu fais ce que tu aimes. Tu sais, est-ce que t'as-tu commencé toujours dans le métier de la médecine ou t'as bifurqué? Non, moi, j'ai bifurqué. Oui, hein? On se réajuste et tout ça. J'ai toujours été passionné par la santé, ça, c'est sûr. Mais je suis ingénieur de formation. Mais initialement, toute la médecine, le domaine de la santé, je voulais m'en aller là-dedans.
Finalement, bon, d'autres intérêts, puis finalement, bien, je suis revenu à ça après. Fait que oui, c'est... Mais comme un ingénieur, tu es dans la mécanique, mais du cerveau. Ouais, c'est le raisonnement, la logique. Tu sais, quand on parle d'électroencéphalogramme, tu sais, c'est des mesures objectives, c'est de la logique derrière ça. Quand on regarde les appareils, bien, tu sais, c'est du courant électrique. Moi, je suis à l'aise là-dedans. Fait que tout ce qui est le fonctionnement, puis là, on vient joindre à ça la santé des personnes. Puis c'est là que ça devient important. Pour moi, en fait, là. Parce que ce qu'on fait, ça change la vie des gens. Puis c'est là que moi, ça prend tout son sens, là. C'est là que... Qu'est-ce qui fait qu'on est rendu là aujourd'hui? On a 9 cliniques, on a 90 personnes qui travaillent dans l'équipe, c'est tout dans un même objectif, aider les personnes. Puis moi, je continue de pousser parce que moi, je pense qu'on est la solution à des fois des enjeux qu'on avait de la misère à aborder ou que les taux de succès, je pense qu'on peut être un élément dans l'équation. Puis ça, c'est valorisant. Ça, c'est le fun. Quand je croise des clients cliniques, là, puis ils me disent « Ah, monsieur Terrien, je veux juste vous dire, là, ça a changé ma vie. » Puis là, ils me racontent leur histoire. Moi, là, ça n'a pas de prix, là, ça. Ben là. non, c'est tellement gratifiant. Moi, je retourne dans mon bureau, puis OK, il faut qu'on continue de développer, il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on rende ça plus accessible. Fait que moi, moi, j'ai la plus belle job du monde parce que je contribue d'une certaine manière au bien-être des gens. Là. Ben oui. Écoute, l'heure est déjà passée. Ça a bien été, hein? C'était fascinant. J'espère sincèrement qu'on va pouvoir faire quelque chose avec la Fondation parce que je pense que ça va aider énormément de femmes à comprendre ce qu'ils ont, les chocs post-traumatiques, souvent ceux qui ont vécu de la violence conjugale et tout ça, qui ont des troubles avec l'hypervigilance. Fait que merci infiniment d'avoir partagé ça avec nous. C'était bien le fun. Oui, ça a été vraiment le fun. Écoutez, j'espère que vous avez aimé ça autant que moi. Roch, merci. Et continuez de nous suivre. Vous allez avoir toutes les informations de Neuroperforma sur notre site Internet. Et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre. Merci.